Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une série télé, mais qui n'est pas une série télé à la base, vous le savez, c'est The Walking Dead. Et pourquoi en parler? Parce que ça, voilà, c'est un livre, c'est édité chez Ferd Éditions, c'est le titre, Les vies de The Walking Dead. Très vite, je vais poser la question à l'auteur du livre, pourquoi les vies de The Walking Dead? Et le sous-titre, En quête d'humanité, c'est très important, ça aussi. Et je remercie donc Alida Lombardi et Melissa Gaziero, le service de presse de Ferd Éditions, pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et bien évidemment, merci à l'auteur, sinon on serait pas là. C'est Maxence de Grandel, il est bien là, et je suis très content, et surtout, je le disais hors caméra, et je vais quand même le dire là, maintenant, pour enregistrer ça, un grand merci pour sa patience, comme d'habitude. Voilà, c'était un peu compliqué de faire l'émission à cause de moi, comme d'habitude, mais il est là, et je suis très content. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va plutôt bien, un petit peu fatigué de la journée, hein, mais bon, voilà, chaud pour une petite discussion sur The Walking Dead, hein, évidemment, ça fait toujours plaisir. Alors, avant de te demander un peu pourquoi, enfin, comment tu t'inscris toi là-dedans dans enfin plutôt comment The Walking Dead s'inscrit dans ton parcours pop, cinéma, BD, etc. Je voudrais juste, je le disais dès le début de l'émission, pourquoi les vies de The Walking Dead? Alors, faut savoir que déjà, l'éditeur, c'est l'éditeur souvent qui choisit le titre d'un livre. Mais là, on en a quand même discuté. Ça n'a pas été le cas de mon précédent livre sur Baldur's Gate, mais là, donc Damien, hein, mon éditeur, m'a demandé un petit peu son avis. Enfin, mon avis, pardon. Et pour moi, les vies de The Walking Dead, c'est que c'est un univers, comme je le dis un petit peu partout dans mon livre, hein, c'est que c'est un livre qui traite du zombie, mais en fait, c'est pas le propos. Le propos, c'est les personnages qui survivent dans cet univers. Et du coup, on se retrouve en fait non pas avec un personnage, parce qu'il y a Rick qui est le héros, mais en fait avec une manne de personnages qui évoluent dans cet univers-là. Dans le comics, on a petit à petit les portraits qui disparaissent au fur et à mesure qu'ils meurent et tout, mais voilà, c'est des vies. Et les morts, hein, d'ailleurs, de The Walking Dead, on aurait presque pu mettre les morts derrière, parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui cassent leur pipe. Voilà. Mais c'est un peu l'idée, voilà, de mon point de vue, sur ce titre. Question très simple, très basique. Ça s'est passé comment, la rencontre avec The Walking Dead, te concernant, bien évidemment? Alors, moi, ma rencontre, tout simplement, elle vient du jeu vidéo. En fait, c'est pas du tout de la série ou du comics. Moi, en fait, c'est le jeu vidéo donc de Telltale, le jeu vidéo épisodique. Tu me disais que tu jouais pas trop, Fut un temps, je jouais bien, enfin, c'était il y a longtemps, dans les années 80 avec Alex Kidd, donc tu vois où je me suis un peu arrêté, mais ça m'intéresse quand même, ça m'intéresse de plus en plus. Ouais. Mais voilà, alors du coup, The Walking Dead, en plus, ce qui est intéressant, ce qu'a fait Telltale, c'est que c'est un jeu vidéo, mais très allégé en gameplay. Il y a c'est un peu une sorte de point and click, c'est-à-dire qu'il y a quelques petites énigmes, mais vraiment très légères. Et en fait, c'est un jeu qui est extrêmement cinématographique, même si c'est pas les codes du cinéma, c'est plutôt de la série, on va dire, de la série télé. Mais en fait, voilà, ça raconte une très belle histoire, hein. Donc la première saison, j'avais découvert ça. Enfin, c'était incroyable, puisque on se retrouverait qu'un jeu où on s'attendait pas à grand chose. Moi, je m'attendais, voilà, un petit jeu sympa avec une histoire, et on finit en larmes à la fin de l'épisode 5, parce que on s'est tellement attaché au personnage et tellement attaché à même à l'univers et tout, que voilà, c'est un jeu qui m'a extrêmement marqué, quoi. Voilà. Et donc ça vient de là, mais ensuite comment ça s'est passé, la découverte du comics et de la série télé? Alors, moi, après, ça a été le comics qui est venu derrière. C'est-à-dire que c'est en fait tout simplement, j'ai été chez un ami, puis en fait, il avait les comics chez lui. Et là, je fais oh, mais oui, oui, c'est comme le jeu et tout. Je savais que c'était un comics, mais j'avais pas encore lu le truc. Et en fait, je me rappelle, il est allé se coucher, et moi, j'ai commencé à lire le premier tome et puis le deuxième, et je fais oh, c'est un truc incroyable quand même. Et le truc, c'est que la petite subtilité, c'est que bon, pour avoir tous les tomes de The Walking Dead, ça coûte un peu cher, hein. On va pas se mentir, c'est une série voilà, il y a 33 tomes, bon, ils n'étaient pas tous sortis à l'époque, mais
Du coup, j'ai essayé de les lire par-ci par-là. Alors là, ça a été un peu chez mon pote. Après, ça a été en bibliothèque. Aller un petit coup à la Fnac, on s'arrête pour lire un petit tome vite fait, voilà. Mais j'ai mis extrêmement longtemps avant de les acheter. Là, c'est bon, ils sont tous là, enfin. Mais voilà, je les ai un peu lus de manière éparpillée. Et c'est que à l'écriture de mon livre, justement, que j'ai vraiment relu l'intégralité de la série de A à Z, puisque tout était sorti en plus, donc ça tombait bien. Mais voilà, la découverte de l'univers en comics, ça a été assez éparpillé, quoi, on va dire. Mais alors, pardon, excuse-moi, je suis désolé de t'interrompre, mais restons sur le comics. Qu'est-ce qui suscitait ton intérêt par rapport à ça? Alors moi déjà, c'est que j'ai une passion, mais vraiment assez dingue pour les personnages. Moi, quand je lis un roman, quand je regarde un film, quand je regarde une série, euh, disons que l'univers, c'est pas forcément ce qui va m'intéresser, même si voilà, par exemple, j'aime beaucoup la science-fiction, mais en fait, j'aime pas la science-fiction dure, tu vois, la science-fiction où on parle de vaisseaux et puis d'empire et tout. Moi, j'aime bien quand on parle de personnages. Et bah, ça, c'est de réputation maintenant assez connu, c'est que Robert Kirkman, donc le créateur de The Walking Dead, il est extrêmement doué pour écrire des personnages, des personnages qui sont fins, qui ont des nuances, et puis là, qui sont plongés dans un monde dur. Donc en fait, voilà, c'est un peu la découverte de comment des personnages qui passent Rick, par exemple, le héros, c'est un shérif. Comment il passe de shérif de bourgade à manger des donuts dans sa voiture avec son partenaire à une sorte de survivaliste sanguinaire qui n'hésite pas à arracher la gorge d'un homme pour protéger son fils. Enfin voilà, c'est ça qui est extrêmement passionnant pour moi dans The Walking Dead, quoi. Voilà. Et ouais, sachant qu'en plus, tout ça, on le retrouve dans le jeu vidéo, on le retrouve dans le comics, on le retrouve dans les séries. D'ailleurs, il y a toujours ce thème central, tous ces personnages-là comment ils réagissent face à l'effondrement du monde, quoi. Voilà, c'est un peu ce qui m'a passionné, moi, dans cet univers, quoi. Et quand quand tu as découvert la série télé, est-ce que c'était pour toi quelque chose ça restait quelque chose d'assez neuf, où il y a eu, te concernant, des redites avec le jeu vidéo, avec les comics, ou alors vraiment là, tu étais en face d'un truc vraiment, un objet vraiment précieux, comme dirait l'autre. En fait, la série, j'ai découvert à sa sortie. Voilà, j'avais comme tout le monde quasiment, j'avais regardé au moins la première saison. Après, j'ai fait une petite pause, mais voilà, j'ai regardé la première saison. Et en fait, la série télé, moi, ce que je trouve qui est intéressant par rapport aux comics, c'est que le créateur, donc c'est à la base qui s'appelle Frank Darabont, il s'est amusé un petit peu à reprendre l'histoire du comics, mais à créer de nouveaux personnages déjà pour enrichir un petit peu, parce que c'est vrai que le comics, il n'y a pas tant de personnages que ça finalement, en tout cas dans les premiers tomes. Et puis il s'est amusé à ajouter des étapes entre les grands points, quoi. Par exemple, au tout début, voilà, il y a Rick qui se réveille à l'hôpital, d'accord. Il se retrouve, il cherche sa femme et son fils. Il arrive au campement de Shane, voilà, il retrouve sa femme et son fils et tout, voilà. Donc ça, c'est l'histoire dans le comics. Et dans la série, voilà, il a rajouté des personnages, des petits moments à droite à gauche. Et en fait, ça faisait pas tant doublon que ça, en fait. De mon point de vue, hein. Après, voilà, je suis peut-être un gros client de The Walking Dead, mais ça fonctionnait très bien. Et surtout, il y a un moment donné, il y a eu entre la série et le comics, il y a quand même eu des sacrés écarts, et à la fin, on savait plus sur quel pied danser, on pouvait plus se dire oui, il va se passer ça dans la série puisque c'est dans le comics. Non, il n'y avait plus de ça. Voilà. Mais comment tu peux expliquer, et dans le comics et dans la série télé, que ce projet-là ait duré longtemps? Alors, le comics, faut le savoir, Robert Kirkman, du coup, il avait en fait, je pense que c'est un peu comment dire, il rêve grand toujours. C'est un mec vraiment, c'est pas de l'admiration quand je dis ça, c'est vraiment pour avoir un petit peu étudié sa carrière, tout ça. Lui, il va à fond. Quand il a créé The Walking Dead, bon, ça s'est pas fait comme ça, mais quand il avait vraiment son concept en main, en fait, lui, ce qu'il répétait à tout le monde en interview, c'est qu'il voulait que ça dure jusqu'à sa mort. Lui, il voulait faire The Walking Dead jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi. Et il s'est bien rendu compte que sur le long terme, les idées commencent un peu à s'épuiser. Et c'est en discutant avec son illustrateur, Charlie Adler, qui s'est dit là, c'est peut-être le moment d'arrêter. Donc, il a été raisonnable. Contrairement à la série,
puisqu'on le sait, la série. Alors moi, j'adore la série à partir de. Enfin, voilà, il y a tellement d'épisodes qui m'ont marqué et tout, mais c'est vrai tous les fans de The Walking Dead ont à un moment donné dit bon, là, ça tire un petit peu. Franchement, je connais personne qui n'a pas un petit peu pesté sur le côté on tire sur la ficelle. Ok, on crée un spin-off, mais après on en crée un deuxième et puis un troisième. Enfin là, c'est moi pendant que j'étais en train d'écrire le livre, c'était infernal. À un moment donné, sans mentir, hein, tous les mois, je devais dire à mon éditeur faut que je rajoute un truc parce qu'ils ont annoncé un nouveau spin-off, faut que je change telle page et tout. Enfin, c'était voilà. Donc ils sont allés peut-être un peu trop loin. Mais bon, apparemment, il y a encore des gens qui regardent, il y a encore du budget. Mais je pourrais pas. Je pense que là, pour le coup, la série, malheureusement, c'est quand même. Il y a une grande partie financière. Hein. Ça a été une grosse manne financière, The Walking Dead. Donc, ça a engrangé beaucoup d'argent. Et je pense qu'à un moment donné, la qualité s'en est fait ressentir. On sentait que c'était un peu moins. Voilà, un petit peu moins bien écrit, quoi. Si je dois rester poli. Je vais être provocateur. Comment tu peux expliquer le succès de cette série qui est une série de... C'est provocateur, d'accord? Parce que dans le livre, tu insistes bien sur le fait que ce que je vais te dire, c'est pas ça exactement. Sur une série de zombies, comment tu peux... Alors qu'il y en a eu plein, il y a eu des films, c'est ce que tu dis dès le début d'ailleurs. Comment tu peux expliquer que cette série, il s'est passé un truc avec cette série? Là, on parle de la série, bien évidemment. Ouais. Alors, pour moi, déjà, ça s'explique parce que dans le contexte de l'époque, en fait, il y a eu plusieurs générations de zombies. Tu sais, voilà, on a eu le zombie vaudou des années, des films en noir et blanc et le zombie qui était avec l'espèce Tourneur, par exemple. Comment? Le film de Tourneur d'ailleurs qui s'appelle Zombie. Oui, voilà, c'est ça. Mais tous ces films, en gros, où le zombie était un esclave du sorcier vaudou et qui perdait toute sa volonté, tout ça. Et après, voilà, il y a eu différentes générations, on va dire, de zombies. Tu as eu le zombie de Romero, etc. Et il y a eu un gros regain, je pense, c'est dans les années 2000. Alors, il y avait déjà la licence en jeu vidéo Resident Evil qui était, pardon pour l'accent, Rise.Evil, qui était très présente dans le jeu vidéo. Et au cinéma, il y avait 21 jours plus tard, qui a été de Danny Boyle, qui a été une sorte d'immense révolution du zombie, parce que pour la première fois, le zombie ne marche pas de manière lente et... Non, il sprint. Il sprint, et là, le zombie devient, tout d'un coup, ça devient plus juste une petite menace, ça devient un prédateur, en fait, qui chasse les gens en leur sprintant dessus, quoi. Et je pense que ce film-là, pour moi, il a énormément marqué les gens, enfin ceux qui l'ont vu, évidemment. Et ça a donné beaucoup d'idées, d'envie de relancer un petit peu ce milieu zombie, parce qu'il y avait encore des choses à raconter, en fait, tout simplement. Il y avait des choses à raconter. Le zombie, aujourd'hui, pour moi, il incarne beaucoup de choses. Il peut incarner la mort de manière très basique, hein, l'oncle ou la tante en train de se balader, qui devrait être mort, mais en fait qui est en train de se balader et qui essaie de bouffer des gens. Mais ça peut aussi parler de l'effondrement du monde, hein, comme j'en parle dans mon livre. Hein. C'est cette idée que le zombie, malgré sa lenteur, ça reste une pandémie, et les gens, quand ils se font mordre, après, ils sont foutus. Quand ils se relèvent, des fois, s'il y a le prêtre à côté ou la mère, hop, ça croque la mère, hop, ça repartit. Et du coup, on se retrouve avec ces personnages qui se retrouvent face à des zombies qui sont un peu plus... comment dire, les thèmes sont plus poussés, quoi. Voilà. Pour moi, c'est ça. On s'est emparé du thème du zombie et on a fait quelque chose de très poussé, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé, qui t'a donné envie de consacrer quelques années de ta vie pour écrire sur ce gros projet qu'est The Walking Dead? Quel a été le déclencheur? Alors le déclencheur, bon déjà, moi j'ai écrit un premier livre chez Third qui s'appelle Baldur's Gate, hein, c'était sur le jeu vidéo Baldur's Gate. J'avais beaucoup aimé l'expérience, mais je m'étais senti un petit peu frustré, je pense c'est le mot, parce que j'avais l'impression j'ai pas trouvé de thématiques très fortes à explorer dans Baldur's Gate. En fait, j'avais envie d'aller plus loin, parce qu'il y a des auteurs de Third qui font des analyses de fous sur des univers et tout. Et Baldur's Gate, j'ai pas trouvé d'angle vraiment qui me satisfaisait. Et donc après, j'ai harcelé mon éditeur en disant
Voilà, j'ai des idées, est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Ça serait génial, ça serait génial. Et en fait, j'ai puisé dans tout ce qui me passionnait. Et à l'époque, il y avait vraiment le The Walking Dead, c'était un truc qui m'habitait depuis longtemps, notamment depuis le jeu vidéo. Mais voilà, j'essayais d'acheter les comics et tout, et je me suis dit, mais en fait, j'aimerais trop écrire sur cet univers. Il y a tellement de choses à raconter parce que c'est pas que le zombie, The Walking Dead, c'est le deuil, c'est la peur de l'autre, même de l'humain, c'est la peur de voilà, enfin c'est tellement de choses. Et je me suis dit, là, je pense que j'aurais de quoi pousser un peu tous ces thèmes et en faire un livre dont je serais peut-être un peu plus fier. Je suis fier de Baldur's Gate, mais franchement, j'ai un peu plus de je suis un peu plus en paix avec The Walking Dead en me disant ok, là je suis allé loin et j'aurais pas pu faire beaucoup mieux. Voilà. Et comment tu as... je sais parce que par rapport au livre, voilà. Mais par quelle manière tu as approché dans l'architecture du livre, comment tu as approché ce projet? Alors, ça a été en plusieurs phases. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais proposé une première fois le livre. J'avais proposé un plan qui n'a pas satisfait Third. En fait, ils m'ont dit, bah là, franchement, ouais, on veut bien que tu écrives sur The Walking Dead, mais le plan, il n'est pas encore assez poussé. J'ai laissé un peu de temps et en fait, il faut savoir que j'ai reproposé un second plan qui a plu. J'ai signé au tout début du premier confinement. Donc, c'est ce que tu ouais, expliques un peu dans le... c'est ça. Et en fait, forcément, le livre est très imprégné de ça parce que j'ai écrit un livre qui parle d'une pandémie mondiale pendant une pandémie mondiale. Et c'était très curieux. C'était vraiment, je regardais la Bravo. série en boucle. Comment? Bravo. Ouais. C'est extraordinaire. C'est le meilleur décor qu'on puisse imaginer. Ah ouais, non, mais c'est clair, hein, c'est clair. Et tu sortais dans la rue faire mes courses, j'étais clairement dans un épisode de The Walking Dead. On n'en rigolait pas trop à l'époque, mais il y avait quand même ce Ouais. côté. Bah ouais, là, je suis en train de. Mon sujet, en fait, je suis en train de le vivre quasiment. Alors évidemment, il n'y avait pas de zombies en train de déambuler, mais. Oui, mais est-ce que ça, pardonne-moi de t'interrompre, et t'inquiète pas, j'ai le fil, mais c'est ça, c'est intéressant ça quand voilà, tu fais tes courses, enfin voilà. Mais le fait de te retrouver dans une situation d'un point de vue international où il y a quelque chose qui se passe qui est totalement nouveau pour nous, est-ce que ça aide, enfin, est-ce que ça aide entre parenthèses dans la conception du bouquin, dans la rédaction du livre? Bah totalement, hein, totalement. Et pour te dire, même j'ai des scènes coupées dans mon livre. J'avais même inspiré un petit peu par la pandémie du Covid. J'avais essayé de faire un exercice de style où j'avais essayé de décrypter comment la pandémie de rôdeurs dans The Walking Dead avait pu se déclencher, comment elle avait pu se propager, quel était le virus potentiel, même si voilà, voilà, mon éditeur a bien fait de le couper, j'imagine, parce que ça, c'était pas forcément intéressant, mais j'ai bien aimé cette idée de m'inspirer un peu de l'actualité, de me dire, bah, là, je commence à mieux comprendre comment fonctionne un virus, voilà, comment ça mute et tout, parce que on en parle tout le temps dans les journaux, à la télévision et tout. Et ouais, je me suis forcément inspiré de ça. Je me suis inspiré, je parle d'effondrement du monde dans mon livre parce que il y avait ce truc de... Des fois, il y avait un stade où on se demandait si l'économie allait être assez solide pour encaisser la pandémie. On se posait plein de questions. Ça a été un carburant pour mon livre, c'est évident. Je l'aurais écrit 1 an avant. Je pense qu'il n'y aurait pas eu les mêmes thématiques, quoi, tout simplement. Et pardon, je t'avais interrompu là-dessus. Est-ce que oui, par rapport à la structure, comment tu l'as approché? Parce que si on regarde bien la structure du livre, il y a 3 parties. Il y a une première partie sur les coulisses de la création. Donc, on va y revenir sur tout simplement sur le scénariste et les 2 illustrateurs. Et puis il y a une seconde partie sur ce que tu nous disais d'ailleurs dès le début de l'émission, à savoir un intérêt grandissant pour les personnages et donc l'histoire. Et puis là, pour la troisième partie, c'est l'analyse des thématiques. J'aurais voulu savoir, enfin, je sais un peu, plus que dans le livre tu le dis, mais d'où viennent ceux qui ont pensé cette histoire? Déjà, le scénariste et ensuite le fait qu'il y ait eu 2 illustrateurs. Ils viennent de quel univers? Alors du coup, on a, on a effectivement 3 personnes assez importantes. Donc Robert Kirkman qui lui est une personne qui, en gros, il a grandi, enfin pas grandi, mais il s'est retrouvé très rapidement
oui, c'était au collège, c'est ça, avec Tony Moore. Donc en gros, ils se retrouvaient dans la même classe. Bon, on peut se dire, voilà, deux personnalités très différentes. Je pense que Robert Kirkman, ça a toujours été quelqu'un d'assez, sans être extraverti, mais d'assez cérébral, toujours dans la création, tout ça. Mais il voulait même, avant de commencer à écrire, il voulait même dessiner aussi ses propres œuvres. Il a vu qu'il n'y arrivait pas, qu'il n'était pas assez bon. C'est pour ça qu'il s'est un petit peu appuyé sur Tony Moore. Mais voilà, Robert Kirkman, c'est vraiment quelqu'un qui vient de la campagne des États-Unis. Je pense que pour nous, de notre point de vue, c'est comme voilà, et c'est pas quelqu'un qui vient d'une grande ville comme Lyon. Ce serait plutôt quelqu'un qui viendrait d'une petite bourgade et tout. Il a grandi à la campagne. Il se barrait en forêt pour aller jouer, pour jouer aux survivants dans la forêt et tout. Et voilà, et très vite, en fait, c'est un cancre en fait à l'école. Hein, clairement, c'était pas le plus doué. Il s'ennuyait et tout, mais par contre, il avait envie de raconter des histoires. Et je pense que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu le classique du créateur qui, il a pas envie d'apprendre à faire des maths, il a envie d'apprendre à écrire des histoires. Et voilà, il s'est un petit peu lancé avec Tony Moore. On a l'impression que tu as décrit Huckleberry Finn et Tom Sawyer réunis dans. Ouais. C'est incroyable. Et en même temps, Mark Twain, ça dit beaucoup aussi de la société américaine du 19e siècle, si je me trompe pas. Donc, il y aura peut-être un lien là-dessus. Pardon, excuse-moi, je te laisse. Non, mais c'est bien. Et du coup, oui, en fait, tout ce qu'il écrit, en fait, The Walking Dead, notamment dans le comics, en fait, la ville de Rick, c'est sa ville à lui, sa ville natale, en fait. C'est la ville de Robert Kirkman. Il s'est inspiré. Il a concrètement repris même le poste de police et tout. C'est vraiment comme dans le comics, quoi. Et enfin, comme dans la vraie vie. Et voilà, il s'est inspiré même. Il a une autre BD là qui s'appelle Outcast, qui parle de possession, tout ça. Et il s'est inspiré globalement de sa vie avec sa mère, qui à un moment donné est devenue extrêmement croyante et qui l'a amené à des scènes d'exorcisme, en fait. Voilà. Et donc, il s'est juste nourri de sa vie, quoi. Mais par contre, le truc, il citait souvent quand même dans ses inspirations, mais je pense que c'est normal, tout le monde fait ça quand on fait du zombie, mais voilà, il a parlé de George Romero très vite. Voilà, il aurait découvert La Nuit des Morts Vivants assez vite quand il était jeune. Bon, ses parents n'étaient pas trop chauds pour qu'il regarde, mais bon, voilà, on arrive toujours, quand on veut regarder quelque chose, on y arrive toujours. Et apparemment, pour lui, ça a été un peu le truc qui était tellement marquant que quand il a voulu écrire une histoire de zombies des années plus tard, en fait, il a voulu reprendre justement La Nuit des Morts Vivants comme univers. Parce que ça, c'est un truc, c'est un petit peu connu maintenant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand La Nuit des Morts Vivants est sortie, de George Romero, en fait, ils ont changé au montage, je sais plus ce qu'ils ont changé, un truc dans le générique, mais ils ont oublié de reporter le petit filigrane de copyright. Ce qui fait que immédiatement, quand le film est sorti, il est tombé dans le domaine public. Il n'était pas protégé. Donc les gens se sont donnés à cœur joie, ils ont copié le film, il se passait en sous-main, voilà, parce qu'on est, évidemment, c'était pas à l'ère d'Internet, donc c'était plutôt des cassettes qui se passaient comme ça. Et du coup, George Romero n'a absolument n'a pas touché d'argent là-dessus. Et ça a permis, du coup, à Robert Kirkman de se dire, là, l'univers est libre de droit, donc je pourrais le reprendre pour faire ma BD. Donc, ça a été un truc qu'il a essayé de faire. D'ailleurs, dans un des, je sais plus quel tome, on voit l'extrait qu'il avait montré à son éditeur, en fait, le tout début de l'histoire. Je crois que c'est dans le tome 33, il me semble, qu'il y a vraiment 10 pages de, en gros, La Nuit des Morts Vivants par Robert Kirkman, quoi. Et c'est intéressant, mais son éditeur lui a dit, mais tu vas pas gagner d'argent si tu fais ça, invente ton univers et voilà, ça marchera peut-être un peu mieux, quoi. Et effectivement, ça a plutôt bien marché. Voilà, je sais plus trop, je m'égare pas mal. C'était quoi la question? Non, au contraire, tu as bien répondu. Non, en fait, c'était par rapport à Robert Kirkman, mais aussi Tony Moore et Charlie Adlard, comme il y a eu des illustrateurs. L'idée, c'était de savoir un peu qui avait créé les personnes qui avaient créé à la base ce comics, et ensuite par rapport à la série. Donc, d'où viennent les deux illustrateurs, en fait. Les illustrateurs. Alors, Tony Moore, donc effectivement, il venait du même coin
que Robert Kirkman. Et Tony Moore, en fait, je pense dans son histoire, c'est quelqu'un qui a... Alors, je le connais pas, donc c'est que des suppositions, mais qui a pas la même, peut-être la même intensité que Robert Kirkman sur le long terme. Il y a deux, pour moi, dans les créateurs, il y a deux types de créateurs. Enfin, il n'y en a pas que deux, mais il y a deux types de créateurs. Il y a le profil du créateur qui est extrêmement excité par le début d'une nouvelle aventure. Par exemple, bah, tiens, là, on va faire un nouveau comics. Voilà, on est à fond. Et il y a ceux qui aiment rester dans la durée. Et Tony Moore, il y a un moment donné, en fait, il a eu des soucis des soucis financiers, comme Robert Kirkman. D'ailleurs, au début, ça marchait pas du tout, donc ils étaient un peu dans la merde. Et il y a un moment donné où s'est posé la question pour Robert Kirkman, est-ce que mon pote va réussir à illustrer le projet que j'ai en tête, qui va pas durer quelques issues, qui va pas durer quelques numéros, mais qui va durer 300, 400, 500. Il voulait vraiment un truc large. Et c'est pour ça qu'il a commencé à rechercher un autre illustrateur pour le soulager un petit peu, voilà, parce que c'est quand même un gros taf d'illustrer le comics. C'est un rythme assez effréné, puisqu'il faut que ça sorte de manière très régulière. Donc, ouais, c'est un gros taf. Donc, il a cherché un autre illustrateur. Et Robert Kirkman connaissait déjà Charlie Adler. Je ne sais plus exactement pourquoi, mais je crois que c'est parce qu'il l'avait édité avec son espèce de petit Funketrop. Là, j'ai plus le nom en tête, mais Robert Kirkman avait un tout petit label. Et il avait aidé Charlie Adler à éditer une de ses BD. Je crois que c'est un peu l'histoire au début. Et donc, ils se connaissaient déjà. Et sauf qu'à un moment donné, Charlie Adler reçoit un message en mode « Est-ce que tu veux gagner de l'argent, mec ?» Et c'était Robert Kirkman qui lui dit « J'ai besoin d'un nouvel illustrateur. Voilà, travaille avec moi, j'adore ton style. » Donc, très persuasif, Robert Kirkman. Il faut savoir que c'est quelqu'un... Il y va au culot. Ça peut être inspirant, si jamais vous avez un projet créatif. Regardez un peu sa vie. Le mec, il y va tout le temps au culot. Il se fait passer pour à un moment donné, il mène une interview pour essayer de s'approcher un peu de ses idoles. Alors, je suis désolé, j'ai une mémoire atroce. Non, mais ça c'est intéressant. Je t'en prie, prends ton temps, je t'en prie, il n'y a pas de souci. Mais il avait donc en gros il a voulu approcher les éditeurs de ses comics préférés, dont de sa maison préférée qui est, tu vas peut-être pas pouvoir m'aider, mais attends, faut que je la retrouve. Merde, attends, désolé, j'ai dit un gros mot, c'est pas bien, on coupe. Non, on coupe pas, il n'y a pas de souci. Attends, je vais retrouver ça parce que ça m'embête là, parce que je vais pas le retrouver facilement. Image Comics, voilà. Putain, c'est bon. Image Comics, donc il s'est approché d'eux en fait en se faisant passer un peu pour une sorte de journaliste pour un petit blog et tout. Mais en fait, tout le but de l'interview qu'il a mené, c'était juste pour récupérer des numéros et après leur dire vous avez vu mes histoires, vous avez vu mes dessins, c'est cool. Voilà, il fait que ça dans toute son histoire. Et c'est comme ça qu'il a fait avec Charlie Adler. Et voilà, et du coup, ils ont pu s'associer. Et ça nous a donné ce comics qui a été pendant un temps illustré par Tony Moore, après il n'y a plus que les couvertures qui étaient illustrées par Tony Moore, et par contre à l'intérieur c'était Charlie Adler qui faisait les pages, et à un moment donné Tony Moore s'est définitivement retiré du projet pour Tony Moore, donc pour Charlie Adler, ce qui a donné un changement en termes d'image, en termes de direction artistique, de Cara Design. Il y a eu un gros changement, et ça je pense que ça se voit très bien quand on a le tome 1. On voit les personnages qui ont un trait c'est très propre, c'est du comics où on reconnaît bien les personnages, c'est assez carré. Et le tome 2, il y a un changement assez radical. Alors, il y en a qui ont détesté, d'autres qui ont adoré. Moi, j'avoue que j'ai mis du temps à m'y habituer. Au début, j'étais en mode je préférais le style d'avant, mais une fois qu'on s'y est fait, faut constater quand même que les illustrations sont extrêmement bien menées. Je trouve qu'il y a vraiment un gros travail sur les nuances de gris, sur les ombres, les lumières, tout ça, vu que c'est en noir et blanc, on rappelle. Charlie Adler, franchement, je pense qu'il a vraiment sublimé le projet avec sa patte, en fait, avec sa direction, son style, quoi, tout simplement. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas faite depuis le début, parce que peut-être c'est une évidence, mais en même temps, c'est important de le rappeler. Juste savoir, qu'est-ce que ça raconte, en fait, The Walking Dead? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Oui.
Au cas où. Non, The Walking Dead, en fait, c'est l'histoire d'un shérif d'une petite bourgade du Kentucky, voilà, qui se fait tirer dessus à un moment donné pendant une fusillade et qui va se réveiller à l'hôpital après une période de coma. Bon, lui, il a l'impression que ça fait une semaine qu'il est dans le coma, mais en fait, ça fait un peu plus longtemps. Et il se réveille dans un monde totalement effondré. C'est-à-dire que l'hôpital est complètement déserté. Il y a des zombies qui sont enfermés dans dans la cafette. Il se barre à moitié, avec sa chemise de nuit. Il tombe sur un zombie avec la partie basse coupée. C'est le zombie qui est assez emblématique dans la série. D'ailleurs, il y a toute une histoire autour du personnage du zombie en fait qui est par terre à côté du vélo là quand il sort de l'hôpital. Mais bon, ça, on va pas forcément en parler. Mais tout ça, c'est dans mon livre d'ailleurs. Mais voilà, et donc il se retrouve à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le petit truc là, quand je vous raconte ça, c'est que peut-être vous vous dites, mais c'est bizarre, ça ressemble à 21 jours plus tard cette histoire, parce que c'est exactement le tout début. Tu l'as vu, hein, j'imagine, 21 jours plus tard. Les deux. Ouais, voilà, qui sont géniaux. Et là, on sait pas trop. La filouterie de Robert Kirkman, on sait pas trop. Moi, j'ai envie de le croire, mais en fait, 21 jours plus tard est sorti, je crois, un an à peu près avant son comics. Et Robert Kirkman a toujours dit qu'en fait, lui, il avait déjà écrit son histoire et tout, et que c'est une sorte de hasard que finalement le héros se retrouve exactement dans la même situation, parce que 28 jours plus tard, non, c'est 28 jours plus tard d'ailleurs, pas 21 jours. 28 jours plus tard, il se réveille dans un hôpital après un coma. Il constate qu'il y a des zombies partout. Voilà, c'est le même début d'histoire. Voilà, mais après, le reste n'a rien à voir. Donc, on ne sait pas trop si c'est une inspiration un peu appuyée, si vraiment il a fait son truc de son côté. Et puis derrière, pas de chance, le réalisateur avait pensé à la même mise en scène. Mais en tout cas, c'est le même début, quoi. Et voilà, donc après, l'histoire, hein, je vais pas tout faire, mais voilà, c'est l'histoire, ça parle de Rick qui retrouve sa femme et son fils et qui vont essayer de survivre dans un monde totalement effondré. Il n'y a plus de... L'état, c'est terminé. Maintenant, on est dans ce qu'on pourrait dire l'état de nature, hein, si on prenait un peu de philosophie. C'est-à-dire, la règle, c'est le plus fort survit. Les faibles, soit suivent les plus forts, soit meurent dans leur coin. Et Rick, le héros, du coup, va commencer par essayer de se présenter pour moi, c'est un peu genre l'évolution de ce personnage qui passe au début de je survis en suivant les mêmes règles que les autres, donc je vais tuer parce qu'il faut tuer pour survivre, mais qui va passer à un statut un peu plus, pour moi, visionnaire dans l'idée où il va dire non, en fait, tuer, c'est une impasse, il faut arrêter ça, et voilà, il va essayer de remettre ça un peu, de remettre de l'ordre dans le monde, en fait, quoi, si je dois résumer, quoi. Les thématiques que l'on retrouve dans là, je veux dire je dis la série, en même temps, c'est comme, dans le projet The Walking Dead, les thématiques que l'on retrouve dans le projet, au fil des années, c'est pas quelque chose de novateur. On a déjà vu ça dans d'autres films, etc., etc. Et c'est là où je veux en venir, et qui occupe d'ailleurs la troisième partie de ton bouquin. Qu'est-ce qui fait que il y a quelque chose dans ce projet d'assez, pas novateur, mais d'assez fort, d'assez pertinent dans la manière de questionner différentes thématiques qui se greffent à ce projet. La reconstruction, la fin du monde, donc la fin d'une civilisation, l'espèce de leader, la nature. Alors que tout ça, on connaît déjà. Mais qu'est-ce qui a fait que, par rapport à ce projet, il s'est passé un truc? Et qui, toi, en plus, a tellement suscité d'intérêt en toi que le livre existe d'ailleurs. Ouais, du coup, c'est intéressant comme question parce que moi, c'est une question que je me suis posée tout le long de l'écriture du livre, forcément, parce que je me suis dit, oui, des histoires de zombies, il y en a. Déjà, la première singularité de The Walking Dead, c'est que c'est probablement, je pense, si j'y réfléchis. Alors non, maintenant, il y a eu d'autres séries et tout, mais pendant longtemps, ça a été la plus longue histoire de zombies. C'est-à-dire que quand on prend, par exemple, je sais pas, un film comme 28 jours plus tard, le film est passionnant, mais il se finit vite.
1 heure et demie, c'est court pour une histoire. J'adore le cinéma pour cette idée de pouvoir condenser des idées et tout, mais on n'a pas forcément le temps de s'attarder sur les personnages, sur les traumas que vivent les personnages. En 1 heure et demie, bah, ok, il y a eu un trauma au début du film, comment il se répercute dans un film? Bah, peut-être 40 minutes plus tard, il va faire une crise de panique, et voilà, c'est fini. Dans The Walking Dead, eh ben, on a le temps de voir, par exemple, bon, je spoil un petit peu, mais bon, pour les bienfaits T'es chez Microciné, tu peux spoiler, il n'y a aucun... Voilà, bon, c'est bon. Voilà. À un moment donné, quand Rick perd sa femme, eh ben, en fait, c'est tout un arc, en fait, le deuil de la perte de sa femme et de son enfant, d'ailleurs, parce qu'il a perdu sa fille dans le comics, hein, je ne parle pas de la série télé. Et il perd sa fille et sa femme en même temps. Bah, le deuil de tout ça, en fait, c'est pas étalé, c'est pas condensé sur 10 minutes, genre à un moment donné, il pleure et ça va pas. Non, c'est étalé sur de nombreux tomes, en fait. Jusqu'à la toute fin, en fait, il y repense encore et c'est... Pour moi, c'est un peu ça, la première force de cet univers, c'est que, comme je le disais, on s'attarde sur les personnages et surtout sur leur devenir, en fait. On a envie de savoir comment Rick va survivre à la mort de sa femme et sa fille. On a envie de savoir comment il va prendre soin de son fils alors qu'il perd son bras. On a envie de savoir tout ça, en fait. Et ça prend le temps, en fait, de raconter ces histoires. Et c'est ça qui est très fort dans The Walking Dead et qu'il n'y a pas eu qu'il ne pouvait pas y avoir dans d'autres films, en fait, tout simplement. Dans les séries, on pourrait s'en rapprocher. Maintenant, il y a des séries avec des zombies, mais à l'époque, le comics, voilà, c'était assez nouveau, quoi. Voilà, donc ça, c'est pour moi la première singularité, on va dire. Et la deuxième, ça, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais c'est que tout simplement, Robert Kirkman est extrêmement doué pour écrire des personnages, en fait. Il est vraiment... pour moi, c'est un talent, mais ça se construit, hein, ce talent. D'ailleurs, j'ai un chapitre sur l'analyse des personnages. En fait, il le sort pas de son chapeau. C'est pas en mode j'ai une très bonne idée. Voilà, il a des plans, il construit des personnages pour le long terme, mais il le fait bien. Et il y a très 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 peu d'incohérences. D'ailleurs, je trouve que les personnages se trahissent vraiment très rarement. Il y a un peu plus ça dans la série. Je trouve la série télé, des fois, on comprend pas les réactions de certains personnages. Dans le comics, en fait, je trouve que du début à la fin, les personnages évoluent, mais c'est très crédible la manière dont ils évoluent. En fait, on y croit qu'un shérif qui, comme je disais tout à l'heure, il faisait de la patrouille avec son coéquipier, on y croit qu'à un moment donné, il doit s'entretenir avec son coéquipier parce qu'ils sont dans un monde en train de s'effondrer, que lui, son coéquipier, Shane, a pété les plombs, et que c'est lui ou c'est soit Rick qui meurt, soit Shane. En fait, on y croit à tout ça parce que c'est bien écrit, tout simplement. Voilà, je n'ai pas d'autres arguments, c'est extrêmement bien écrit, quoi. Est-ce que cette série, là, pour le coup, je reste sur la série télé. Est-ce qu'il y a eu des répercussions sur le paysage sériel américain, cette série? Ouais, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que The Walking Dead, pendant longtemps, a été une des séries les plus suivies. C'était même la plus piratée de tout du monde entier. Mais ça, de toute façon, c'est la marque des grandes séries, comme Game of Thrones en son époque a été la série la plus piratée. Donc déjà, voilà, il y a ce truc. Ça a été un phénomène absolument mondial. Alors, il y a eu une grosse campagne de communication derrière, hein, effectivement, mais je pense que les créateurs, Frank Darabont, Gal N, je sais plus son prénom, Gal N, je sais plus son prénom. Bref, donc la productrice. En gros, je pense qu'ils s'attendaient à ce que ça fonctionne un petit peu, voilà, qu'il y ait un petit peu d'engouement, mais en vrai, quand on voit les interviews, souvent, ils sont un petit peu... ah ouais, bon, ok, moi j'avoue, là, je suis un petit peu dépassé, c'est plus que ce que j'imaginais, quoi. Donc après, pourquoi ça a autant buzzé? C'est que je pense que c'est des thématiques qui sont dans l'air du temps. En fait, l'effondrement du monde, il y a un peu ce côté... on en a peur, nous, en tant qu'être humain, parce qu'on a, là, en plus, on commence à vivre les choses en mode, oui, il pourrait ne plus y avoir d'eau, on va peut-être se battre pour des ressources et tout. Mais il y a un côté extrêmement réconfortant à vivre ces événements, non pas en tant que personne au milieu du chaos, mais en tant que spectateur. On a du recul sur ça.
Et je pense que pour beaucoup, il y a une sorte de... Ça génère une sorte de fantasme un peu... voilà, une sorte de fantasme, je dirais, mais c'est pas le fantasme, j'ai envie d'être un guerrier dans un monde féerique, c'est bah voilà, se fantasmer sur l'effondrement du monde et comment des personnages survivent là-dedans. Bah moi je pense que voilà, ça, pour beaucoup, il y a un côté presque réconfortant. Alors attention, c'est presque mon avis perso, mais je pense pas être le seul à ressentir ça. Hein. Faudrait que j'ai pas trop posé la question. Mais d'avoir ce côté, c'est pas moi qui est en train de vivre ça, c'est d'autres personnages. Moi, je suis à l'extérieur, mais par contre, j'aime regarder ce qui se passe quand même. J'ai envie de voir comment ça va évoluer tout ça, quoi. Voilà. Et combien de temps tu as mis pour écrire ce livre? Beaucoup trop longtemps. Et aujourd'hui, comment on se remet de ça? Alors ouais, bah il y a un peu une règle. Ça, je sais pas si. Il faudrait que je demande aux autres auteurs et autrices là de Third. Moi, j'avais un peu une règle quand j'ai fini Baldur's Gate. J'ai fait non, plus jamais. J'écris plus jamais de livre parce que j'adore ça, mais c'est chronophage. Voilà. Et puis, enfin, pour dire ce qui est, c'est pas avec ça qu'on gagne notre vie. On sait très bien. C'est pas en écrivant un seul livre ou 2 livres qu'on va générer assez de revenus pour vivre. Donc, il faut travailler à côté. Et donc, c'est quand même extrêmement fatigant. On fait sa journée de travail, on rentre le soir, on se met sur le clavier, quoi. Donc, le The Walking Dead, donc, je l'ai signé au tout début du premier confinement et je l'ai rendu en 2022, 2021, 2022. Donc, j'ai mis presque 2 ans à l'écrire, en fait, ce livre, quoi. Donc, c'est une grosse moyenne. Hein. Voilà, je pense qu'il y a des auteurs ou autrices plus efficaces chez Third, mais voilà, j'ai mis le temps. Et quand j'ai rendu le livre, j'ai fait plus jamais. Plus jamais j'écris un livre. J'adore écrire des livres, mais plus jamais. Et en fait, la petite règle, c'est qu'au bout d'un certain temps, quand on va dire la période de intense est passée, on y repense, on se dit ah ouais, mais quand même, un petit 3e, pourquoi pas. Voilà, et c'est vraiment, ça me fait vraiment, il faudrait que je demande aux autres, à mes collègues là, voir s'ils ont un peu ce truc-là, mais je pense qu'il faut croire que oui, parce que la plupart des auteurs ou autrices en écrivent au moins 2, enfin pas tous, mais il y en a beaucoup quand même qui rempilent au moins une fois. Donc je me dis qu'il y a un truc, voilà, c'est prenant, c'est énergivore, on se prend la tête, on fait des centaines de retours avec notre éditeur pour corriger, pour supprimer des trucs, en rajouter. Mais quand on a le truc dans les mains, là, quand j'ai cette espèce. Alors moi j'ai la version, là c'est la version. Attends, je te mets en gros plan parce que c'est Ah oui. Voilà, c'est très très beau. Je trouve que ouais, c'est magnifique. Ouais. Exactement. Voilà, donc quand on a ça dans les mains, bah on est. Alors il y a un chat qui va passer, c'est normal. C'est pas un problème. Alors ce n'est pas le premier chat qui passe comme ça chez Micro. Il y a même eu un perroquet, pour te dire. Ah donc, oui. Tout va bien. C'est la vie. Mais alors non, par contre là, ne touche pas au micro s'il te plaît. Donc ouais, voilà, quand on a ça dans les mains, on se dit bah ouais, j'ai pas. Alors je vais le virer parce que il va me couper le micro, je sens. Hop. Quand on a ça dans les mains, on se dit mais voilà, là c'est pour ça que j'ai écrit ce truc, c'est pour l'avoir dans ma bibliothèque, pour pouvoir le feuilleter, pour pouvoir l'offrir à des. Voilà, j'ai un ami qui l'a acheté. Alors c'est marrant parce que j'avais très envie qu'il le lise. Et il m'a dit, bah ouais, mais le seul endroit où j'ai trouvé pour le lire confortablement, c'est aux toilettes. Et j'ai même pas été une fraction de seconde vexé ou quoi. Je me suis dit, mais ouais, en fait, voilà, t'as envie de le lire là, mais fais-toi plaisir. En fait, tu lis où tu veux. Et c'est ça, c'est de recevoir des photos de gens qui disent, où on le voit dans la bibliothèque. Quand je me dis, ah bah ouais, tiens, il y a quelqu'un qui a lu mon livre, en fait, et ben voilà, ça redonne un peu d'énergie derrière. En fait, on en perd beaucoup quand on écrit, mais bon, on en retrouve quand même quand les gens nous font des retours et tout, et ça, c'est une très belle émotion, quoi. Les vies de The Walking Dead, en quête d'humanité, c'est édité chez Third Edition, donc être sûr d'être tombé là où il faut, et c'est écrit par Maxence de Grandel. Je présente à nouveau cette collection, le livre, et je rappelle que dans le descriptif de cette vidéo, vous savez, il y a le lien, vous cliquez dessus et vous procurez le livre de Maxence.
On a discuté de 0,00001% du livre, comme je le dis souvent, donc il faut être curieux, il faut y aller. Merci beaucoup Maxence, c'était un plaisir en tout cas de t'écouter parler du projet The Walking Dead, et puis je pense que peut-être il y aura, je suis même sûr et certain qu'il y aura un 3e livre qui va arriver. Donc la porte est ouverte chez Microciné, n'hésite pas en tout cas. Eh ben, merci à toi en tout cas pour ton accueil, et puis au plaisir. Hein, je suis très content d'avoir fait cette émission, de reparler de ce livre après l'avoir sorti. Là, ça fait plaisir. Voilà. Merci à toi, générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.